Ce matin-là, les cloches sonnèrent plus tôt que d'ordinaire, non pas pour un office religieux, ni pour un décès humain, mais pour quelque chose d'encore plus étrange, plus dérangeant. Un cochon allait être jugé pour avoir tué un enfant. La scène se déroule à Falaise, une petite ville normande, au cœur du XIVe siècle. Les rues sont étroites, pavées de boue, encadrées de maisons à colombages sombres. C'est l'hiver. Le vent coupe les visages, mais personne ne reste chez soi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une truie, accusée de meurtre, sera traduite devant un tribunal en bonne et due forme. On aurait pu croire à une farce, mais ce n'en est pas une. Une affaire de sang. Tout commence quelques jours plus tôt. Jean Martin, laboureur modeste, vit dans une masure à la lisière du village avec sa femme et leur nourrisson, âgé de 3 mois. Par un matin glacial, Jean sort chercher du bois. Sa femme est au champ. L'enfant, quant à lui, repose dans un berceau rudimentaire, placé près de l'âtre. Mais à son retour, Jean découvre l'indicible. Le berceau est renversé, la paille souillée de sang. Et dans un coin, une truie, leur propre bête, mâche quelque chose de rouge, de mou. Le cri que pousse Jean glace le sang de tout le voisinage. Il jette un seau d'eau sur l'animal, l'assomme à moitié, puis l'attache avec une corde. On retrouve les restes du nourrisson dans la gueule de la truie. La communauté en émoi. En d'autres temps, en d'autres lieux, on aurait tué l'animal sur le champ. Mais nous sommes en France, en 1386. Et ici, même un cochon peut être tenu responsable. Le seigneur local est averti. Le curé parle de punition divine. Le village tout entier est en émoi. Il faut juger la bête, officiellement, publiquement. Le cochon est donc emprisonné, littéralement, dans une cage en bois au fond d'un enclos. Une date de procès est fixée. Le juge royal est convoqué. Un greffier préparera les documents. Et, élément stupéfiant, un avocat est désigné pour défendre l'animal. Oui, vous avez bien lu, on va nommer un avocat pour un cochon. Un procès pas comme les autres. La justice médiévale, surtout en France, obéit à un système juridico-théologique très strict. Chaque acte, chaque péché, doit trouver son auteur. Et lorsqu'une bête trouble l'ordre divin, comme en tuant un être humain, considéré comme image de Dieu, elle devient une abomination. Un danger spirituel. Ce n'est pas juste une bête, c'est une menace cosmique. C'est pourquoi les animaux sont parfois excommuniés, brûlés vifs, voire enterrés dans des lieux maudits. Dans le cas présent, la truie sera jugée pour meurtre, comme un homme. La place de l'église, théâtre du scandale. Le jour du procès, une foule compacte se masse devant l'église. Certains sont venus de villages voisins. On entend des enfants pleurer, des femmes chuchoter, des vieillards marmonner des prières. Le cochon est là, sur un banc, lié par une grosse corde, surveillé par 2 soldats en armes. Ses yeux sont ternes, son groin est encore maculé. Elle grogne doucement, comme inconsciente du tumulte. Le juge entre en scène, drapé de noir. Son nom, Barthélemy d'Arcis, connu pour sa rigueur. Il s'installe, suivi du greffier et du procureur. Puis vient l'avocat de la défense. Un homme plutôt jeune, le visage fermé, les yeux perçants, maître Guillaume de Montfort. Il s'incline respectueusement, mais ses traits trahissent une tension intérieure. Le choc des premières paroles, que l'accusé soit présenté. Le greffier lit l'acte d'accusation. En ce 9e jour de janvier, l'an de grâce 1386, est jugée la truie de Jean Martin, pour avoir, en pleine connaissance de cause, attaqué, mordu et tué un enfant de 3 mois dans son propre berceau. La salle se fige. Maître Montfort se lève lentement. Il regarde l'animal, puis le juge. Sa voix est ferme mais posée. « Messire, cette créature n'a ni raison ni volonté. Elle ne comprend ni le bien ni le mal. Si elle a tué, c'est par instinct, non par haine. Voulez-vous condamner une bête pour n'être qu'une bête ?» Le juge ne bronche pas. Le procureur, lui, se redresse d'un air triomphant. Ce n'est pas l'animal qu'on juge, mais l'acte. Et l'acte est sanglant. L'acte est impardonnable. Un procès. Pour qui? Dans la foule, certains hochent la tête. D'autres détournent le regard. Mais une idée commence à germer. Et si ce procès n'était pas vraiment pour le cochon? Et si ce procès, au fond, était pour apaiser les vivants, pour calmer les peurs, pour purifier un monde que l'on croyait gouverné par Dieu, mais où un simple cochon peut tuer un nourrisson? La justice, alors, devient un théâtre, une tragédie, où l'on sacrifie un coupable pour se convaincre que tout est encore sous contrôle. Et l'avocat de la bête, lui, sent qu'il ne plaide pas seulement pour une truie,
mais pour la raison elle-même. La bête est coupable de crimes sanglants, et l'âme de l'enfant réclame justice. C'est par ces mots que l'accusation ouvre les débats. Le procureur, maître Théobald Leroux, est un homme austère, respecté, craint. Son regard est froid comme l'acier, sa voix implacable. Pour lui, l'affaire est simple. Une vie humaine a été ôtée, l'équilibre céleste brisé. Il exige une condamnation exemplaire, afin que la nature retrouve sa hiérarchie et que les bêtes se souviennent de leur place. Face à lui, maître Guillaume de Montfort, l'avocat de la truie, reste debout. Il observe la salle, puis regarde le juge droit dans les yeux. « Votre honneur, cette créature ne connaît ni péché ni vertu. Elle agit par instinct, non par malveillance. Et pourtant, vous lui demandez des comptes comme à un homme. Alors je vous pose une question simple. Pouvez-vous condamner l'innocence parce qu'elle est incompréhensible ?» Dans la salle, un murmure. Des témoins, pas comme les autres. Le premier témoin s'avance. C'est le père de l'enfant, Jean Martin, le visage ravagé. Il tremble, il ne peut à peine parler. Il pointe le doigt vers la truie. « Je l'ai vue, elle... » Il n'arrive pas à finir. Ses larmes prennent le dessus. Un silence lourd pèse. Puis vient la voisine. Une femme sèche, la cinquantaine, voix tranchante. « Cette bête, je l'ai toujours trouvée étrange. Elle rôdait autour des maisons. Une nuit, je l'ai entendue grogner sous ma fenêtre, comme si elle parlait. » Le public retient son souffle. Enfin, le curé s'avance. Il lit un passage des Écritures, puis conclut. « Dieu a donné aux hommes autorité sur les bêtes. Mais si les bêtes prennent le dessus, c'est que le diable rôde. » Une stratégie de défense improbable. Maître Montfort comprend qu'il ne peut pas gagner sur la logique. Il doit frapper ailleurs, dans l'absurdité. Il fait venir un vétérinaire. Celui-ci témoigne, la truie aurait pu être affamée, le bébé laissé seul. L'attaque aurait été un réflexe, non un crime. Il parle de comportement animal, de stimuli, de privation. Mais personne n'écoute vraiment. Les regards sont braqués sur la bête, immobile, attachée, soumise. Elle ne comprend rien de ce qui se joue. Peut-être sent-elle la peur. Peut-être pas. Puis Montfort tente un dernier coup. Il demande que la truie soit relâchée, dans une cour fermée avec des enfants. Si elle est vraiment dangereuse, elle attaquera à nouveau. Sinon, peut-être que ce n'est pas elle le monstre. Le juge refuse. Le risque est trop grand. La peur plus forte que la raison. Alors que les jours passent, la tension monte. Dans les tavernes, on raconte que la truie est maudite. Certains affirment qu'elle a été vue avec des yeux rouges. Un homme jure l'avoir vue se dresser sur deux pattes dans la nuit. La rumeur devient vérité. Et la vérité n'a plus sa place. Maître Montfort reçoit des menaces. On l'accuse de défendre le mal. Son fils est insulté dans la rue. Sa femme lui supplie d'abandonner. Il hésite. Mais il continue. Parce que ce n'est plus une question de justice. C'est une question de civilisation. Une dernière plaidoirie. Le jour du verdict approche. Montfort, épuisé, prononce ces derniers mots. Vous pouvez condamner cette bête. Vous pouvez l'exécuter. Et ce faisant, vous croirez avoir rétabli l'ordre. Mais en vérité, ce que vous tuez, ce n'est pas une truie, c'est la raison. Le juge le regarde sans ciller. L'ordre doit prévaloir. Il a si... Falaise. Matin du 13 janvier 1346. Le ciel est bas. Le vent coupe la peau. Devant l'église, les cloches sonnent à toute volée. Mais cette fois, ce n'est ni pour une messe, ni pour un mariage. C'est un appel à la justice. Une justice implacable. Une estrade a été dressée sur la place. Les soldats sont en armes. La foule, silencieuse, s'y masse comme pour une exécution royale. Et au centre, un échafaud, un gibet, une corde. La truie est là, ligotée. Elle ne grogne pas, elle ne se débat pas. Elle regarde, d'un regard vide, inexpressif. Peut-être sent-elle quelque chose, peut-être pas. Mais elle est là, vivante, encore. Le juge lit la sentence. L'animal a été reconnu coupable du crime de meurtre d'un enfant mineur. Conformément au droit féodal, elle sera pendue par les pattes antérieures, aujourd'hui même, en public. L'inexorable rituel. Un moine vient bénir la bête. Un prêtre récite les prières des morts. C'est comme si l'Église, en bénissant le rituel, tentait de donner un sens sacré à l'absurde. Comme si tuer une bête pouvait racheter la perte d'un enfant. Des enfants pleurent. Une femme crie que c'est un scandale. D'autres la font taire.
La majorité reste figée, comme fascinée par l'irréalité de la scène. Les bourreaux prennent de la corde, la fixent à la poutre, enroulent autour des pattes, soulèvent, doucement, le corps se tend, les sabots battent l'air, et soudain, le silence absolu. L'acte est fait. La truie ne bouge plus. Un souffle passe sur la foule. Certains applaudissent, d'autres détournent les yeux. Le juge se lève, signe un document. Le maire bénit la sentence. On parle de paix retrouvée, d'ordre restauré. Mais maître Montfort ne parle plus. Il regarde l'échafaud, les mâchoires serrées. Pour lui, quelque chose vient de se briser. Il murmure à son clerc. Ils croient avoir puni une bête, mais ils ont pendu leur propre peur. Et dans le soir tombant, ils quittent la place. À jamais changé. L'appel au précédent. Dans les semaines qui suivent, le jugement est copié, consigné, envoyé à la cour ducale. On parle d'un précédent exemplaire. Certains villages veulent suivre l'exemple. Des rumeurs circulent. Une chèvre aurait volé du pain, un chat aurait attaqué un nourrisson. Faut-il les juger aussi? Le clergé approuve, les seigneurs félicitent, la noblesse applaudit. Le peuple, lui, hésite. Dans les ruelles, les murmures se font plus nombreux. Des voix demandent « Et si demain, c'était notre chien, notre cheval, notre enfant accusé d'être possédé ?» Mais personne ne répond. L'ombre d'un doute. Un mois plus tard, un événement étrange secoue Falaise. Un autre enfant, laissé seul, tombe de sa chaise et se fracture le crâne. Personne ne l'accuse. Aucun animal en vue. Aucun monstre. Et pourtant, il meurt. Un silence pesant tombe sur le village. On commence à se demander si, ce jour-là, en janvier, on a tué un coupable ou un innocent. Pas seulement la truie, mais l'innocence elle-même, la raison, l'humanité. Des années ont passé, le juge est mort, le père de l'enfant a quitté le village, l'échafaud a pourri sous la pluie, mais dans les archives, une trace demeure, fragile, dérangeante, une ligne dans un vieux registre judiciaire. En l'an de grâce 1386, fut pendue une truie coupable du meurtre d'un enfant. C'est tout. Pas de remords, pas de débat, pas de honte. Seulement cette phrase, sèche comme une gifle au bon sens. Et pourtant, des siècles plus tard, c'est cette ligne que les historiens redécouvrent. Et en grattant sous la poussière des mots, ils retrouvent que les détails, les témoins, les verdicts. Ils comprennent et ils frémissent. Le reflet d'une époque. Car ce procès absurde n'est pas un cas isolé. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, des centaines de procès furent intentés contre des animaux, cochons, chevaux, chiens, vaches, et même des sauterelles. Oui, des sauterelles furent excommuniées pour avoir détruit des récoltes. Pourquoi? Parce que l'homme médiéval refusait le chaos. Parce que tout événement tragique devait avoir un coupable. Et si le coupable échappait à la compréhension humaine, alors il fallait l'inventer, le désigner, l'ériger et le punir. Un cochon devenait un symbole, une offrande, un exutoire. Mais ce qui frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas la condamnation, c'est la procédure. Un monde aveuglé par l'ordre. On a nommé un avocat à un animal, on a tenu un procès formel, on a respecté les rituels du droit. Pourquoi tant de sérieux pour une bête? Parce que l'enjeu n'était jamais le cochon. L'enjeu, c'était le besoin désespéré d'un monde structuré, ordonné, maîtrisable. Un monde où chaque cri trouve un coupable, chaque douleur trouve une punition. Quitte à mentir, quitte à délirer, quitte à tuer. Et ce besoin-là n'a pas disparu. Un miroir pour aujourd'hui. Car aujourd'hui encore, nous cherchons des coupables immédiats. Nous accusons sans comprendre. Nous désignons des ennemis, réels ou imaginaires, pour évacuer la peur, l'impuissance, le chaos. L'animal d'hier est remplacé par le bouc émissaire d'aujourd'hui. Le procès de la truie de Falaise n'est pas une anecdote grotesque, c'est un miroir, fêlé et impitoyable. Une leçon à ne pas oublier. Maître Montfort, l'avocat qui tenta de sauver l'animal, fut banni quelques années plus tard, accusé de sympathie hérétique. Il mourut dans la misère, seul, convaincu d'avoir défendu une cause juste. Mais personne ne l'écouta. Il laisse une lettre, conservée dans un couvent normand, où il écrit « J'ai plaidé pour un animal, mais j'ai compris trop tard que je plaidais pour l'homme, contre sa propre folie. » Et c'est peut-être là la véritable fin de l'histoire. Épilogue. Aujourd'hui, à Falaise, aucune plaque ne mentionne ce procès, aucun panneau,
aucune commémoration. Mais dans un grenier d'archives, un manuscrit fragile attend encore d'être lu. Un jour, peut-être, quelqu'un ouvrira ces pages, lira ces lignes et comprendra que parfois, le plus grand monstre n'est pas celui qu'on pend, mais celui qui regarde, en silence, et trouve cela normal.